Acte 1. Avant Kodak, la photographie était un privilège. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Les chemins de fer traversent désormais les continents. L'électricité commence à illuminer les grandes villes. Le téléphone vient de naître. Les journaux circulent chaque matin par millions d'exemplaires. Jamais l'humanité n'a connu une telle accélération du progrès. Et pourtant, il existe encore une chose que très peu de personnes peuvent faire: conserver le souvenir de leur propre vie. Aujourd'hui, nous photographions tout: le repas du soir, les vacances, les enfants, le chat de la maison, un coucher de soleil ou même une tasse de café. Chaque jour, des milliards de photographies sont prises dans le monde. Nous avons oublié qu'il fut un temps où réaliser une seule image représentait un véritable exploit. À cette époque, une photographie n'est pas un geste anodin, c'est un événement. Une photographie coûte cher, elle demande du savoir-faire, du temps et surtout beaucoup de chimie. La photographie n'appartient pas encore au grand public, elle appartient aux professionnels. Mais cette situation ne va pas durer, car quelque part, un homme est en train d'imaginer une idée qui changera notre rapport au souvenir pour toujours. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une grande épopée, l'aventure de Kodak. Restez avec moi, nous allons remonter le temps. Pour comprendre cette révolution, il faut revenir quelques années en arrière. Nous sommes dans les années 1850. Le procédé dominant est celui du collodion humide. À première vue, les résultats sont magnifiques. Les négatifs offrent une finesse exceptionnelle. Les portraits sont d'une qualité jamais atteinte jusque-là. Mais derrière chaque photographie se cache une véritable prouesse technique. Le photographe commence par nettoyer soigneusement une plaque de verre. Il la recouvre ensuite d'une fine couche de collodion. Cette solution épaisse, à base de coton poudre, dissous dans un mélange d'alcool et d'éther, forme un film transparent en séchant. Tant que le collodion est encore humide, la plaque est plongée dans un bain de nitrate d'argent. C'est à cet instant qu'elle devient sensible à la lumière. Le temps est désormais compté. La plaque doit être exposée immédiatement, puis développée avant que le collodion ne sèche. Parfois, en moins de 10 minutes, le moindre retard et toute l'image est perdue. Imaginez un instant ce que cela représente. Chaque sortie photographique nécessite d'emporter un laboratoire complet. Des plaques de verre, des bouteilles de produits chimiques, des cuvettes, une chambre noire portative et suffisamment d'eau pour préparer les bains. Le photographe n'est pas seulement un artiste, il est également chimiste et parfois même déménageur. Cette complexité explique pourquoi pendant des décennies, la photographie reste inaccessible à la majorité de la population. On ne photographie pas son quotidien. On se rend chez le photographe comme on irait aujourd'hui chez un notaire ou un médecin. Le portrait devient un événement exceptionnel, souvent le seul de toute une vie. Pourtant, une invention va bouleverser cet équilibre. Une invention discrète, presque inaperçue, mais essentielle. Richard Maddox change tout sans le savoir. En 1871, un médecin anglais, Richard Leach Maddox, présente un nouveau procédé. Au lieu d'utiliser le collodion humide, il remplace celui-ci par une émulsion de gélatine contenant des cristaux de bromure d'argent. L'idée paraît presque anodine. Pourtant, elle résout le plus gros problème de la photographie. Les plaques peuvent désormais être préparées à l'avance, fabriquées en usine, stockées pendant plusieurs mois, transportées sans laboratoire. Le photographe n'est plus prisonnier de la chimie. Il lui suffit d'acheter des plaques déjà prêtes. Cette innovation va transformer toute l'industrie. Mais personne ne mesure encore jusqu'où elle conduira. Car une autre question demeure.
Même si les plaques sont plus pratiques, elles restent lourdes, fragiles, encombrants. Comment emporter 100 photographies avec soi? Personne n'a encore trouvé la réponse. En réalité, quelqu'un y avait déjà pensé. Nous sommes en 1854. Deux inventeurs britanniques, Joseph Spencer et Arthur Melwish, déposent un brevet aujourd'hui presque oublié. Leur idée est simple et pourtant extraordinaire. Pourquoi utiliser des plaques rigides? Pourquoi ne pas enrouler le support photographique comme une bande de tissu? Autrement dit, inventer le rouleau photographique. Le concept est révolutionnaire, mais la technologie ne suit pas. Les émulsions sont encore trop fragiles. Le papier manque de stabilité. Les images sont médiocres. L'invention tombe dans l'oubli. Comme beaucoup de grandes idées arrivées trop tôt, l'histoire retiendra rarement leur nom. Pourtant, tous les films photographiques descendent directement de cette intuition. Rochester, États-Unis, New York. À plus de 5000 km de Londres, un jeune homme observe tout cela avec fascination. Il s'appelle George Eastman. Rien ne le prédestine à révolutionner la photographie. Il n'est ni scientifique de renom, ni professeur, ni ingénieur célèbre. Il travaille dans une banque. Comme beaucoup de jeunes Américains de son époque, mais Eastman possède une qualité rare. Il regarde les objets non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'il pourrait devenir. Son premier contact avec la photographie est presque un accident. En préparant un voyage, il achète un équipement photographique. Lorsqu'il découvre le poids du matériel nécessaire, les plaques de verre, le trépied, les produits chimiques, l'attente de développement, il renonce finalement au voyage. Mais une idée ne le quitte plus. Pourquoi est-ce aussi compliqué? Pourquoi faut-il transporter un laboratoire entier pour conserver un souvenir? Cette question va devenir une obsession. Il ne veut pas fabriquer un meilleur appareil, contrairement à beaucoup d'inventeurs de son époque. George Eastman ne cherche pas à construire la meilleure chambre photographique. Il ne rêve pas d'objectifs plus lumineux, ni de négatifs plus grands. Son ambition est tout autre. Il veut faire disparaître la technique. Pour lui, un appareil photo parfait est un appareil auquel on ne pense plus. L'utilisateur ne devrait pas se préoccuper des plaques, ni des révélateurs, ni des fixateurs. Il devrait simplement regarder, puis appuyer sur un bouton. Cette idée paraît presque évidente aujourd'hui. En 1880, elle est révolutionnaire. Mais pour la concrétiser, Eastman doit résoudre un problème que personne n'a encore réussi à surmonter. Comment remplacer définitivement les lourdes plaques de verre? La réponse va bientôt arriver. Elle prendra la forme d'un simple rouleau. George Eastman ne va pas seulement inventer un nouvel appareil, il va inventer une nouvelle manière de vendre la photographie. Une idée si brillante qu'elle inspirera plus tard les fabricants de rasoirs, d'imprimantes et même de nos smartphones. Car la véritable révolution de Kodak n'est peut-être pas celle que l'on croit, le déclic. George Eastman est convaincu d'une chose, la photographie ne deviendra jamais populaire tant qu'elle restera une affaire de chimistes. Les fabricants cherchent à construire de meilleurs appareils. Lui cherche à faire disparaître la technique. Son idée est presque déroutante. Et si l'appareil photo devenait aussi simple qu'un carnet de notes? On le sortirait de sa poche, on viserait, on appuierait sur un bouton et ce serait terminé. Aujourd'hui, cela nous semble évident. En 1884, personne n'y croit. Un rouleau plutôt que des plaques. Eastman commence par résoudre le problème qui l'obsède depuis des années. Comment remplacer les lourdes plaques de verre? Avec son collaborateur, William H. Walker, il met au point un porte-rouleau capable d'accueillir une longue bande de papier recouverte d'une émulsion à la gélatine. Pour la première fois, le photographe peut réaliser une centaine de vues sans remplacer son support. C'est une révolution silencieuse. Le public ne la remarque presque pas, mais les professionnels comprennent immédiatement. L'avenir appartient désormais au rouleau, le premier Kodak. 4 ans plus tard, en 1888, George Eastman présente
enfin l'appareil dont il rêve depuis si longtemps. Une petite boîte noire, simple, élégante, sans réglage compliqué, sans soufflet, sans plaque de verre. Son nom intrigue immédiatement. Kodak. Kodak. Un mot qui ne signifie absolument rien. Eastman l'a inventé. Plus tard, il expliquera qu'il aimait la lettre K, qu'il trouvait forte, percutante et impossible à mal prononcer, quelle que soit la langue. C'est déjà une vision étonnamment moderne du marketing. Le nom est court, facile à retenir, impossible à confondre. L'appareil lui-même est tout aussi révolutionnaire. À l'intérieur, un rouleau permettant de réaliser 100 photographies. L'objectif est fixe, la mise au point est fixe, l'ouverture est fixe, tout est conçu pour éviter les erreurs. L'utilisateur n'a plus qu'une seule chose à faire, à appuyer sur le déclencheur. Mais George Eastman comprend qu'une invention ne suffit pas. Encore faut-il expliquer au public pourquoi elle est différente. Il imagine alors une phrase, une seule phrase, 8 mots qui deviendra probablement le slogan le plus célèbre de toute l'histoire de la photographie. Press the button, we do the rest. Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. Cette promesse est extraordinaire, car Kodak ne vend pas seulement un appareil, Kodak vend la tranquillité. Lorsque le rouleau est terminé, le client renvoie tout l'appareil à Rochester. Quelques jours plus tard, il reçoit ses 100 tirages, les négatifs, et son appareil rechargé avec un nouveau rouleau. Pour la première fois, le photographe amateur n'entre jamais dans une chambre noire. Il ne manipule aucun produit chimique. Il ne développe rien. Il photographie, simplement. Cette idée va transformer définitivement la photographie. Mais elle va aussi inventer un modèle économique qui existe encore aujourd'hui. L'appareil rapporte peu. Ce sont les films, le développement et les tirages qui feront la fortune de Kodak. Sans le savoir, Eastman invente ce que les économistes appelleront plus tard le modèle du rasoir et des lames. Vendre l'appareil à faible marge pour fidéliser le client grâce au consommable. Un siècle plus tard, les imprimantes fonctionneront exactement sur ce principe. Un support encore imparfait. Pourtant, le premier Kodak cache encore une faiblesse. Le film n'est pas transparent. Il est réalisé sur un papier spécialement préparé. Après le développement, l'image doit être transférée chimiquement afin d'obtenir un négatif exploitable. Le procédé fonctionne, mais il reste complexe. Eastman le sait. Il lui faut un matériau plus solide, plus souple et surtout transparent. Le premier plastique de l'histoire. La solution existe déjà. Elle s'appelle le celluloïd. Aujourd'hui, ce mot paraît désuet. Pourtant, à la fin du 19e siècle, il représente une véritable révolution industrielle. Le celluloïd est fabriqué à partir de nitrate de cellulose, autrement dit, du coton ou de la pâte à bois. Cette matière est traitée avec un mélange d'acide qui la transforme en une substance totalement nouvelle. On y ajoute ensuite du camphre. Le résultat est étonnant. On obtient un matériau transparent, souple, résistant, que l'on peut enrouler sans le casser. Mais pour la photographie, c'est exactement ce qu'il fallait. Un support léger, facile à transporter, capable de contenir des dizaines puis des centaines d'images. En 1889, Kodak adopte ce nouveau film souple. La photographie vient de franchir une nouvelle étape. Mais cette invention possède un terrible défaut. Le nitrate de cellulose est aussi extraordinairement inflammable. Une simple étincelle peut suffire à embraser une bobine entière. Pendant plus d'un demi-siècle, des milliers de films photographiques et surtout cinématographiques disparaîtront dans des incendies. De nombreux chefs-d'œuvre du cinéma muet sont aujourd'hui perdus. Non pas parce qu'ils ont été oubliés, mais parce que leur support s'est consumé. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les pellicules de sécurité remplaceront progressivement le nitrate. Une invention et une polémique. Kodak présente ce nouveau film comme le fruit de ses recherches. Mais l'histoire est plus complexe. 2 ans plus tôt, un pasteur américain du nom de Hannibal Goodwin a lui aussi imaginé un film photographique souple en nitrate de cellulose. Passionné de photographie, Goodwin dépose un brevet en 1887. Le problème, c'est que le brevet n'est pas immédiatement accordé. Pendant ce temps, Kodak
commercialise son propre film. Les ressemblances sont troublantes. Commence alors l'un des procès les plus célèbres de l'histoire de la photographie. Pendant des années, les avocats s'affrontent, les experts se succèdent. Goodwin meurt sans connaître l'issue du conflit. Mais ses héritiers poursuivent la bataille. Finalement, la justice leur donne raison. En 1914, Kodak accepte de verser environ 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Une somme considérable. À l'époque, c'est une fortune. Pourtant, même cette condamnation ne ralentit plus l'expansion de Kodak. La photographie est devenue une industrie mondiale. Et rien ne semble pouvoir arrêter George Eastman. À cette époque, une autre invention passe presque inaperçue. En 1892, Samuel Turner met au point un système ingénieux. Le film est désormais enroulé autour d'une bobine protégée par un papier noir. La lumière ne peut plus l'endommager. Le changement devient beaucoup plus simple. L'idée est brillante et surtout, elle est fiable. Eastman ne commet pas la même erreur qu'avec Goodwin. Cette fois, il achète les droits, le système sera perfectionné au fil des années. Mais son principe est toujours utilisé aujourd'hui sur les films moyen format 120. Certaines inventions sont si bien pensées qu'elles traversent les siècles. À la fin des années 1890, George Eastman possède enfin tout ce dont il rêvait. Un film soap, une industrie capable de le fabriquer. Un réseau de développement, des milliers de revendeurs, il ne lui manque plus qu'une chose. Un appareil suffisamment simple et suffisamment bon marché pour que chaque famille puisse en posséder un. Pendant des années, George Eastman a perfectionné chaque pièce du puzzle. La plaque sèche, le rouleau photographique, le développement en usine, le film soupe, la cartouche, tout est désormais prêt. Il ne manque plus qu'un dernier élément. Un appareil si simple que personne n'ait plus peur de s'en servir. En février 1900, Kodak présente un appareil qui ne ressemble à rien de ce qui existe alors. Pas de soufflet, pas de mécanisme compliqué, pas de métal brillant, simplement une petite boîte recouverte de papier noir imitant le cuir. Elle est fabriquée principalement en carton renforcé avec quelques pièces en bois et en métal. Son objectif est fixe, la mise au point est fixe, le diaphragme est fixe, et il n'y a pratiquement aucun réglage. On regarde dans un petit viseur, on arme l'obturateur, on appuie sur le déclencheur, et c'est tout. Le Brownie est né. Pourquoi Brownie? Son nom n'a pas été choisi au hasard. À cette époque, les Brownies sont de petits lutins imaginés par les illustrateurs canadien Palmer Cox. Leurs aventures remplissent les journaux et les livres pour enfants. Ils sont partout. Kodak comprend immédiatement la puissance de cette image. En baptisant son appareil Brownie, la marque envoie une image très claire. Cet appareil est si simple qu'un enfant peut l'utiliser. Et c'est exactement ce qui va se produire. Pour la première fois, des milliers d'enfants découvrent la photographie. Ils photographient leurs parents, leur école, leurs chiens, leurs amis. Une nouvelle génération de photographes est en train de naître. Mais le véritable coup de génie d'Eastman n'est peut-être pas là. Le Brownie coûte $1. Cela représente une somme, bien sûr. Mais surtout, c'est un prix que beaucoup de familles peuvent enfin envisager. Jusqu'alors, acheter un appareil photographique représentait plusieurs semaines, parfois plusieurs mois de salaire. Le Brownie fait tomber cette barrière. Kodak gagne peu d'argent sur l'appareil lui-même. Le bénéfice vient des rouleaux de films, du développement et des tirages. Eastman l'a parfaitement compris. Plus les appareils seront nombreux, plus les films seront vendus, la photographie devient enfin une industrie de masse. Les souvenirs changent de visage. Et c'est ici que se produit la véritable révolution. Avant le Brownie, les photographies montrent surtout des personnes immobiles, des portraits soigneusement préparés, des visages sérieux. On s'habille de ses plus beaux vêtements. On se rend chez le photographe, on prend la pose, puis on rentre chez soi. La photographie est un événement. Après le Brownie, tout change. Les appareils quittent les studios, ils entrent dans les maisons. Ils accompagnent les promenades, les pique-niques, les anniversaires, les vacances. Pour la première fois, des familles ordinaires
commencent à raconter leur propre histoire. Non plus à travers des grandes cérémonies, mais à travers petits instants. Un enfant qui apprend à marcher, une partie de pêche, une journée à la plage, une promenade en forêt. Ces images qui nous semblent aujourd'hui banales n'existaient pratiquement pas auparavant. Le Brony invente, sans le savoir, la photographie du quotidien, une mémoire qui devient universelle. Quelques années plus tard, des millions de Brony circulent dans le monde. Chaque appareil produit des centaines de clichés, puis des milliers. Les albums de famille apparaissent. Les photographies passent de main en main. Les souvenirs ne dépendent plus seulement de la mémoire. Ils deviennent des objets. On peut les revoir, les partager, les transmettre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la vie des gens ordinaires laisse une trace. Lorsque nous regardons aujourd'hui les photographies du début du XXe siècle, nous découvrons des enfants qui jouent dans les rues, des ouvriers quittant leurs usines, des familles réunies autour d'une table, des voyageurs sur les quais d'une gare. Toutes ces images n'ont pas été réalisées par des photographes célèbres. Elles ont été prises par des anonymes. Et c'est précisément ce qui leur donne aujourd'hui une valeur inestimable. Le Brony ouvre aussi la voie au cinéma. Le succès du film souple dépasse rapidement la photographie. À peine quelques années plus tard, les pionniers du cinéma s'emparent à leur tour de cette invention. Sans un support flexible capable de défiler rapidement devant leur objectif, le cinéma moderne aurait été impossible. Le même principe technique servira aussi bien aux appareils Kodak qu'aux caméras des frères Lumière, de Thomas Edison et de tant d'autres. Le Brony appartient donc à une révolution plus vaste, celle de l'image en mouvement, à un héritage toujours vivant. Le Brony restera en production pendant près de 70 ans. Au fil des décennies, il évoluera. Les matériaux changeront, les objectifs s'amélioreront, de nouveaux modèles apparaîtront. Mais l'idée restera toujours la même, faire oublier la technique pour ne garder que le plaisir de photographier. Aujourd'hui encore, chaque fois que nous sortons un smartphone de notre poche pour immortaliser un instant, nous reproduisons sans y penser le rêve de George Eastman. Un appareil toujours à portée de main, prêt en quelques secondes, sans réglage compliqué, sans laboratoire, sans connaissances particulières. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Le reste, la machine s'en charge. Plus d'un siècle a passé. Et pourtant, la promesse de Kodak est toujours là. On dit souvent que George Eastman a démocratisé la photographie. C'est vrai, mais cette formule est encore trop faible. En réalité, il a offert à des millions de personnes quelque chose qu'aucune génération avant elle n'avait réellement possédé. La possibilité de raconter leur propre histoire. Grâce au Brony, la photographie a quitté les salons des professionnels pour entrer dans les cuisines, les jardins, les cours d'école et les albums de famille. Elle est devenue le témoin des joies simples, des instants ordinaires, de cette vie quotidienne qui semblait autrefois trop banale pour mériter une image. Et c'est peut-être là le plus beau paradoxe de cette invention. Le Brony n'a pas changé la manière de photographier, il a changé ce que l'on jugeait digne d'être photographié. Et ce faisant, il a transformé notre mémoire collective. Car derrière chaque vieille photographie retrouvée dans une boîte en carton, derrière chaque album transmis de génération en génération, il y a souvent, quelque part, l'héritage silencieux de cette petite boîte noire vendue à $1. Dans le prochain épisode, nous découvrirons une autre invention qui transformera à son tour notre manière de voir le monde. Mais ceci est une autre histoire. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans la photographie. Ciao, bonsoir.